Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et re-bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi, c'est Audrey et à côté de moi, il y a... Kumbis, j'espère que tu vas bien. Oui. Il est très tôt, il est 8h39, je suis en retard, mais on s'est réveillé à l'aube pour vous faire un épisode de folie. Oui, si vous entendez nos voix un peu enrouées, sexy, c'est qu'on est malade et que comme le dit Kumbis, il est 8h du matin. En tout cas, on espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien roupi au soleil, si vous avez eu la chance de partir. Est-ce que toi, t'es partie, Ouais, Kumbis? je suis partie en Crète et j'ai adoré. Je suis partie à Héraclion, à Lacanée et à Malia. Et vraiment, c'est trop chouette. Et comme j'étais souvent la seule noire partout, j'avais peur de subir du racisme, mais franchement, tout le monde était tellement gentil. Il n'y avait pas de regard insistant ni rien. Donc franchement, je me suis dit, pour les femmes noires, même une femme noire seule, c'est vraiment une bonne destination. La nourriture est trop bonne et c'est pas trop cher. Ok, merci pour cette reco. Mais voilà. j'ai vu quand même dans tes stories qu'il y avait eu un petit truc, quelqu'un qui t'avait fait une remarque. Ah non, mais c'était plus les touristes français qui me regardaient en fait. Parce que moi, en vacances, je m'habille comme une pétasse. D'ailleurs, on va parler d'habillement. Exactement, Et donc, quelle belle transition. Voilà. Et du coup, je pense que ça choque un peu les gens. Et je pense que c'est très français et très européen de fixer les gens. Alors que franchement, là-bas en Grèce, personne n'a regardé. Tout le monde était habillé sexy et tout le monde était bien. Mais encore une fois, c'était que les Français qui m'ont fait chier. Comme d'habitude. Comme d'hab. Bah écoute, je suis ravie que tu aies passé de bonnes vacances. Et toi, t'es partie où du coup? Alors, nulle part. Je suis juste partie à Marseille quelques jours comme tous les Parisiens, Parisiennes. Ouais. J'aurais bien aimé partir un petit peu plus, mais écoute, je suis contente d'être là. Ouais. Contente d'être avec toi et contente que vous soyez toujours là pour nous écouter. On espère que vous êtes bien reposés. Alors, cette année, on se retrouve toutes les 2 semaines pour vous pondre vraiment des épisodes comme ça. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui fâche, mais qui devrait pas fâcher. On va parler de l'abaya et plus largement, on va revenir sur l'évolution des tenues scolaires en France et dans la pop culture. Kumbis, tu vas nous parler d'un événement vraiment pivot de cette année, c'est-à-dire le couple Timothée Chalamet et Kylie Jenner. Ouais, parce que franchement, ils sont tellement pas faits pour être ensemble. J'ai l'impression que c'est hyper surjoué. J'ai l'impression qu'elle embrasse son fils. Mais aussi, ça dit tout de la tendance white love et pourquoi c'est hyper problématique, en fait, du coup, de donner des noms et des couleurs aux relations amoureuses. Ok, beau teasing. Et on parlera aussi de Macron qui s'est fait huer. Tu vas aussi nous parler de Ashton Kutcher et de Mila Kunis, le couple pro-viol. Ouais. Et moi, je vais vous parler aussi, je vais faire une petite reco culturelle sur le livre Corps Noir. C'est un livre sur la place des femmes noires dans la mode de Christelle Bakima Punza. Voilà, donc on va passer tout de suite au winner et au loser de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors, je me permets de commencer par un truc un peu positif, on en a besoin. On est un petit peu en PLS. Moi, je vais vous parler du coup de Macron qui s'est fait huer, parce que pour moi, oui, c'est un win, évidemment. En fait, Macron s'apprêtait à lancer officiellement la Coupe du Monde de rugby 2023 pendant le premier match qui opposait du coup la France et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'était vendredi 8 septembre dernier. Et en fait, Macron s'est fait huer par une partie des 80 000 spectateuristes qui étaient présents au Stade de France à Saint-Denis. Donc moi, ça me réjouit. Il faut dire qu'aussi, il y a de quoi le siffler, quoi. Enfin, avec toute l'attitude méprisante de Macron, toutes ces mesures complètement hors sol, etc. Franchement, le huer, c'est vraiment la moindre des choses, je trouve. Surtout qu'il est vraiment très arrogant avec le peuple français. Et je pense qu'ils sont intouchables. Je sais pas si t'as vu quand il a dit c'est vraiment nul qu'il ne pouvait pas se présenter une 3e fois. Oui. Et je sais pas pour qui il se range. Pour un dictateur. Qu'il est sûr qu'on l'aime, en fait. Exactement. Du coup, on lui a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et du coup, les partisans aussi de Macron n'ont pas trop kiffé la réaction du public, qui a hué et sifflé Macron. Ils ont considéré que siffler le président de la République, c'était équivalent de siffler la France, rien que ça. Okay. Et il y en a même qui ont été jusqu'à dire que c'était un déni de démocratie. Donc, selon eux, la fameuse liberté d'expression qu'ils aiment tant brandir pour vomir leur haine, ça serait ici un déni de démocratie. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis, pendant ce temps, je sais pas si t'as vu, un jour plus tard, il y a eu aussi un autre truc envers Macron, c'est-à-dire qu'il y a un avion à Marseille qui a survolé donc la ville avec une banderole qui a appelé à la destitution de Macron. Et donc, la banderole, le haut du mot destitution a été remplacé par la tête de Macron. Okay. Et donc, le pilote s'appelle David Van
Emelric. Et en fait, il avait déjà effectué plusieurs vols sur les plages du Touquet fin août. Il avait aussi survolé l'Occitanie, la Vendée, avec vraiment le même message, donc la destitution de Macron. Et il a déclaré en fait que les gendarmes avaient tenté de l'empêcher de décoller et qu'il l'avait poursuivi, enfin il avait été poursuivi par des hélicoptères de l'armée carrément, alors qu'il était en plein vol. Et en fait, avant son exploit, il avait tweeté, je sais même pas si on peut dire tweeter vu que maintenant ça s'appelle X. Xé, c'est bizarre. Il a Xé. Il a Xé. Il avait Xé, du coup, coucou Macron, le peuple te siffle, le peuple te hue, le peuple te conspue, mais surtout le peuple veut te virer pour faute grave. Tu n'es qu'un employé, un psychopathe de la matraque, un violeur des institutions. Le peuple, lui, est souverain. Alors, on va pas trop se réjouir. Je vais pas dire que c'est genre un winner, ce gars-là, parce que en fait, ce pilote-là, c'est un partisan d'Éric Zemmour. Oh là là. Ouais. Et en fait, il est suivi par plus de 40 000 personnes sur X, ex-Twitter, du coup. Et c'était aussi un militant contre le mariage pour tous. Donc bon. Ok. Voilà. C'est la peste et le choléra, quoi. Voilà. En tout cas, tout ce bisoutage de Macron me fait bien plaisir. Est-ce que tu veux enchaîner avec un winner? Oui, moi aussi, j'ai une winneuse et elle s'appelle Coco Gauff. Ou Ok. Goff, je sais pas comment on dit, parce que Gauff ou Goff, parce que je sais que les gens dans le sud on dit rose et nous on dit rose, donc voilà. Je sais pas du tout, franchement. Okay. Donc Coco Gauff et tout en elle crie Black Girl Magic, donc elle s'appelle Cory pour du vrai. Son nom c'est Coco et c'est une joueuse noire de tennis américain. Elle a 19 ans et elle vient de remporter l'US Open et le 9 septembre 2023, elle est devenue la plus jeune américaine à remporter son majeur national depuis Serena Williams en 1999. Chez nous on dit 99 mais 99. Est-ce que tu la connaissais avant Bel ou pas? effort. Non, pas du tout. Je Moi non t'avoue plus. que je vais pas mentir. Moi non plus, je regarde pas le tennis, ça m'intéresse vraiment pas parce que j'ai l'impression que c'est un sport plus, tu vois, pas dire de blanc, mais c'est pas un sport qui m'attire. Et moi, c'est quand j'ai grandi, du coup, plus ou moins avec Serena et Vénus, donc c'était vraiment excitant. Mais après ça, j'ai un peu arrêté. On avait aussi une championne belge qui s'appelait Kim Clijsters, donc je regardais un peu ça. Okay. Et moi, j'ai besoin de me sentir un peu proche des sportifs, ouais, pour les kiffer, donc je la connaissais pas du tout. Mais personnellement, donc je la regardais pas, mais selon les journalistes sportifs, ça fait 4 ans que tous les regards sont tournés vers elle. Et donc, avec les regards et les attentes viennent la pression. Et dans une interview, elle déclare qu'à 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce serait pas un accomplissement. Et ça m'a fait penser, franchement, je sais pas si tu vois ça aussi, les femmes, souvent, on a des pressions liées à l'âge. Si t'es pas mariée à 30 ans, t'es une vieille fille, si t'as pas d'enfant, avant si, on se pose des questions. Et j'ai l'impression qu'en tant que femme noire, on a encore beaucoup plus de pression. Parce que en fait, on nous demande d'être vraiment excellente et parfaite. Et du coup, j'ai vu, parce qu'en fait, elle était hyper contente et elle l'a montré quand elle a gagné. Et les gens ont dit, ouais, mais c'est pas gentil pour la personne qui a perdu. Et il y a une fille qui a tweeté qu'on demande aux femmes noires d'être modestes et gracieuses dans la victoire et dans la défaite. Exactement. Donc, je sais pas si tu te sens... Mais je pense que oui. Je relate à fond. Ouais. Enfin, t'as l'impression que faut faire plus aussi pour réussir plus, parce que c'est plus difficile, et qu'en même temps il faut rester hyper humble, parce que de toute façon on n'a le droit à aucune émotion, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit non plus d'être contente, donc flemme. Ouais, 2 fois plus, et surtout on sait que comme Kerry James a dit, 2 fois plus d'efforts pour 2 fois moins de réussite, et c'est parfois je me dis c'est triste qu'on va même éduquer nos enfants dans un monde comme ça, parce que j'ai pas l'impression que ça va changer avec les générations, et j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que le racisme est de plus en plus décomplexé, donc je me demande vraiment comment nos enfants et nos petits-enfants vont grandir. Mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les parents de Coco Gauff l'amenaient voir Serena et Venus Williams jouer à l'US Open. Et c'était son rêve de remporter. Elle l'a remporté, donc c'est beau et motivant. Mais j'espère surtout qu'elle pourra vraiment conserver sa santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires, du coup, joueuses de tennis ou autres, qui vivent des pressions énormes. Par exemple, Serena Williams, où tous ses faits et gestes sont décortiqués. Dès qu'elle fait un truc, on dit, ah oui, c'est la Angry Black Woman. Donc j'espère vraiment que ses parents sont assez forts, et elle aussi, pour avoir une belle carrière devant elle. On te souhaite le meilleur, Coco. Ah oui, franchement. Là, je pense qu'on va passer aux gens nuls qu'on n'aime pas. Ouais, voilà, un petit peu de négativité. Du coup, moi, je vais vous parler d'un loser. Enfin, c'est plutôt un groupe de losers. Alors, je resitue le truc. En gros, il y a une ville qui s'appelle Dortmund en Allemagne, où il y a un musée qui a été accusé de racisme anti-blanc, le fameux. Alors en gros, tous les samedis, il y a l'accès à une exposition de ce musée qui est ouverte pour 4 heures, donc seulement 4 heures, je le répète, aux personnes noires, aux personnes indigènes et aux autres personnes racisées de manière générale. Et en fait, le but, c'est de leur offrir un espace plus sûr. Donc l'expo, elle est intitulée « This is Colonialism ». Donc voilà, c'est le colonialisme.
colonialisme. Et donc, ça retrace le passé colonial de la région de Westphalie en Allemagne. Et les organisatrices de cette exposition ont déclaré qu'en fait, ce créneau horaire exclusif aux personnes racisées, ça leur permettait de voir l'exposition sans être confrontées à d'autres discriminations, même inconscientes. Et l'objectif de ce petit créneau horaire de 4 heures, c'était de tenir en compte des personnes qui sont les plus touchées que d'autres par le thème du colonialisme. Et moi, je trouve ça hyper cool comme suggestion. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, quand j'étais dans un musée, donc à la MEP, Musée européen de la photographie à Paris, pour une exposition de Zanele Muoli. Okay. Et en fait, donc, l'expo est super, etc. Et en fait, il y avait plusieurs trucs, donc, à propos des corps noirs, à propos des corps aussi queer, des corps non-binaires. Et en fait, ce qui m'a gâché l'exposition, c'est qu'il y avait des personnes qui faisaient des commentaires, soit transphobes, soit racistes, sur ce qu'ils voyaient, quoi, sur les photographies, sur tout ce qui était écrit autour des photographies, et ça m'a vraiment gâché l'exposition. Donc je trouve ça cool que ce genre d'initiative existe, mais ça a beaucoup fait parler en négatif, surtout de la part des personnes de droite en Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués et qui ont donc parlé de racisme anti-blanc. Et donc voilà, en tout cas le site web du musée s'est défendu. Ils disent que voilà, l'accès à l'exposition pendant ce créneau horaire, c'est pas contrôler qui peut ou qui ne peut pas venir, et que de toute façon c'était plutôt basé sur la confiance. Enfin, je veux dire, à l'entrée, ils allaient pas vérifier est-ce que t'es noir ou pas. C'est juste on dit qu'il y a ce créneau-là qui existe, et puis les gens se débrouillent, quoi. Et donc, j'ai jamais compris le problème avec le fait que les gens veulent comme avec c'était quoi comme festival, c'est le festival Moissy pour les afrodescendants, on est d'accord? Et du coup, c'était interdit à tout le monde sauf aux personnes noires. Et je pense que les gens ont retenu interdit aux blancs. Donc bien sûr, mais comme toujours, mais j'en parlerai tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'espace dédié, et le peu qu'on puisse avoir, c'est tout de suite les gens montent au créneau, surtout que là on parle vraiment de 4 heures par semaine. Et en fait, l'exposition, elle est ouverte depuis longtemps, depuis quelques mois au public, mais en fait le scandale, il a éclaté parce que il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo qui présentait justement cette plage horaire réservée aux personnes racisées, et c'est là en fait que les gens ont commencé à en parler de manière négative. Et en fait, voilà, la direction du musée, elle se défend de toute discrimination, et elle explique que c'est un espace de réflexion qui est dédié aux personnes non blanches, etc. Et en fait, la police a dû envoyer des agents au musée parce qu'il y a eu des menaces qui ont été proférées à l'encontre du personnel. Et voilà, l'affaire a été transmise aux autorités. Enfin bref, il y a eu tout un tas de trucs, et il y a toujours des policiers aujourd'hui. Il y a même eu des menaces de manifestation. Heureusement, ça s'est pas concrétisé. Mais comme tu le disais, je trouve ça fou que dès qu'un accès est réservé, même quelques heures, à des personnes minorisées, ça fait vraiment parler les gens. Et enfin, c'est vraiment ce même genre de personnes en plus qui se réunissent toujours en non-mixité sans qu'on leur dise rien. Et enfin, je trouve ça fou. Voilà, donc loser de la semaine. Ouais, moi ça m'étonne pas. J'ai vraiment l'impression qu'on vit dans un monde où les personnes blanches pensent qu'elles sont la norme, et tout ce qui n'est pas comme elles est mauvais. Oui, ça n'a aucun sens. Voilà. Tu veux nous parler d'un autre loser? Oui, mais moi aussi, en fait, j'ai 2 losers. C'est Ashton Kutcher et Mila Kunis. Ouais. Donc, en fait, c'est un couple que j'aimais bien parce qu'ils se sont rencontrés assez jeunes dans la série que je n'ai jamais vue de ma vie, That 70 Show. Est-ce que tu regardais? J'adore cette série. J'ai jamais regardé. Mais bon, maintenant, du coup, je la regarde avec un regard un peu amer. Mais ouais, j'imagine. Et du coup, moi, j'aimais bien plus la love story du fait qu'ils se sont rencontrés petits et qu'ils ont formé un couple des années plus tard. Et c'est un couple hyper stable, un des plus stables de Hollywood et les plus discrets. Tellement discrets qu'ils pensaient qu'on n'allait pas savoir qu'ils ont écrit une lettre au juge pour défendre un violeur. Donc, je vous explique. Fin août, l'acteur américain Danny Masterson, qui joue aussi dans That 70 Show, a été condamné par le tribunal de Los Angeles à 30 ans de prison pour 2 viols. Les viols ont été commis en 2001 et en 2003. Et du coup, déjà, un violeur condamné, c'est tellement rare que ça doit faire des gros titres. Mais ce qui a vraiment choqué la toile, ce sont les lettres de soutien que le couple Ashton et Mila ont écrit au juge. Donc, c'est le média Variety qui a dévoilé le contenu de ces lettres. Ashton Kutcher explique que l'attention sincère que Danny Masterson porte aux autres fait de lui un modèle et un ami exceptionnel. Ok, d'accord, on dit quand même qu'il a été jugé pour viol.
Et Mila rajoute que l'un des aspects les plus remarquables de la personnalité de Danny est son engagement inébranlable à décourager la consommation de drogue. L'influence qu'il a exercée sur moi à cet égard est inestimable. Quel rapport? Ouais, c'est ça. Quel est le rapport? Ok, d'accord, il est très gentil. C'est comme les On gens s'en qui disent, fout, oui, mais en fait, il était très gentil, c'est un collègue. Mais avec qui on évidemment, rigolait tout le temps, mais ok, c'est d'accord. pas des en fait, démons, c'est ça. genre, Là, des ça leur gens arrive qui d'être sont gentils. là, qui marchent dans la rue, bonjour. Non. Comme on dit, les violeurs sont des gens comme vous et moi, qui sont juste mauvais, en fait. Et donc, là, déjà, ça m'énerve, qui, en fait, ils sont excusés comme tout le temps quand ils s'excusent. Tu sais, quand les stars s'excusent, elles sont blafardes, elles sont pas maquillées, elles prennent une vidéo en contre-jour. Ah oui, tu veux dire qu'ils ont fait une vidéo d'excuses. Oui, parce qu'en fait, ça a fait un tollé sur Internet. Donc, ils pensaient pas que ça allait être découvert. Et les gens se sont dit, attends, what the fuck, en fait. Surtout que on pensait qu'Ashton Kutcher était très impliqué dans tout ce qui est du coup rape. Ouais, parce qu'il a une association. Oui, une association justement pour lutter contre le trafic d'enfants, la pédocriminalité, tout ça. Donc on s'est dit c'est pas du tout raccord avec ce qu'il y a écrit dans les lettres. Et donc du coup ils ont fait une vidéo d'excuses à deux, hyper triste, en disant qu'ils étaient du côté des victimes et que c'était pas censé sortir au grand jour. Et d'accord. Donc ils sont juste désolés parce que ça a été révélé, quoi. Et ils ont dit en fait ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'on leur a demandé, c'est d'écrire leur relation avec la personne et pas du coup essayer de décribiliser les victimes, mais rien que le fait de dire qu'il est gentil et qu'il m'a aidé, c'est décribiliser les victimes. Surtout que, enfin, comme tu le disais, on peut être gentil avec ses amis, avec ses proches et violer des gens. En fait, c'est comme tu dis, c'est pas les violeurs, c'est pas des gens genre avec des capuches noires qui insultent tout le monde sur leur passage. Enfin, ça leur arrive d'être gentil et surtout, enfin, le fait que Ashton Kutcher ait une association, voilà, en faveur des victimes, surtout des enfants, etc. Ça, pour moi, ça montre bien que parfois, il y a des gens, c'est vraiment juste une performance de défendre ce genre de cause. Vivre pour les caméras. Exactement. Et par contre, dans leur cercle proche, il y a des violeurs, il y a des racistes, etc. Et là, bizarrement, ça pose pas problème parce que enfin, ils veulent pas dénoncer leurs propres potes. Je pense que déjà, Hollywood, c'est un système qui est très, je sais pas si on peut dire endogame, mais qui vit entre eux. Et je pense que chacun a des salles secrets sur tout le monde. Et je pense que chacun est très complaisant parce qu'ils ont peur qu'on vienne frapper à leur porte et qu'on leur dise toi, qu'est-ce que tu fais? Mais surtout que j'ai vu que Ashton Kutcher, du coup, il y avait plein de vidéos qui étaient ressorties de lui où il est vraiment très limite au niveau justement des mineurs. Enfin, c'est même pas limite, c'est que voilà. Il y a une vidéo qui est sortie où il parle de Hilary Duff qui à l'époque avait 17 ans et des sœurs Olsen qui avaient 14 ans en disant qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'elles aient 18 ans pour pouvoir les draguer. Et d'ailleurs, on dirait Drake. Ouais, Mila Kunis, à savoir que quand ils se sont rencontrés et quand il y avait déjà des trucs entre eux, elle avait 14 ans et lui, il était déjà, enfin, il avait 19 ans. Donc bon, Ashton Kutcher, voilà. De toute façon, je dis, est-ce qu'il y a un homme qu'on peut vraiment hyper sans risque, en fait? C'est ça le problème. Non. La réponse est non. Voilà. Mais du coup, en parlant de lettres, moi, je savais pas qu'on pouvait écrire des lettres au juge pour défendre les gens. Ça m'a fait penser à Iggy Azalea, la rappeuse australienne qui fait du blackfishing tous les jours. Mais du coup, en fait, pour rappel, le blackfishing, c'est une pratique raciste où des femmes, du coup, non noires se prennent pour des femmes noires. Certaines se foncent la peau, alors usent de tan hyper fort, mais en fait, tous les attributs qu'on attribue de manière raciste à des femmes noires. Ça s'appelle du blackfishing. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été pointées du doigt. Il y avait un moment Ariana Grande, il y a eu aussi, il y a eu aussi Iggy Azalea et Kylie Jenner, toutes les Kardashians, à part Kourtney, bien sûr. Et en fait, elle a été aussi dans la sauce parce qu'on a découvert qu'elle a écrit des lettres pour défendre Tory Lanez, donc pour faire un petit compte-rendu, un petit briefing. Tory Lanez a été condamné à 10 ans, je pense, de prison ferme parce qu'il a tiré sur la rappeuse Megan Thee Stallion. Et pendant longtemps, Megan Thee Stallion, du coup, n'en a pas parlé. Elle n'a pas porté plainte contre lui. Et c'est lui, en fait, qui l'accusait tout le temps, qui disait de mentir sur les réseaux. Et là, on a découvert que c'était vrai. Et on a aussi découvert que plein de gens avaient écrit des lettres de soutien. Et les gens ont dit, attends, mais t'es une femme qui prône le genre, comment on dit, le girl power. Et c'est ça, en fait. Et elle a dit la même chose que Ashton et Mila en me disant que c'était pas contre Megan Thee Stallion, mais c'est juste pour expliquer son expérience avec Tory Lanez, qui était un très bon ami. Donc, voilà. Des hypocrites. Des gros hypocrites. Voilà. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé.
Alors cette semaine, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler des délires racistes du gouvernement. On va parler et faire un point sur les tenues vestimentaires à l'école. On va revenir sur l'évolution un peu des tenues en France et ailleurs, de leur représentation dans la pop culture, des uniformes et de tous les problèmes que ça peut soulever. Alors moi, je sais pas toi, Kumbis, mais moi, mes principaux mauvais souvenirs au collège et au lycée, mis à part le harcèlement et les maths, c'était surtout les réglementations et les interdictions qu'il y avait autour des tenues des élèves, surtout des élèves filles. J'ai une anecdote en cours de géo. C'était l'été, il faisait chaud, voilà, je portais un haut, à manches longues en plus, un peu large. Et en fait, le haut, il retombait un peu sur mes épaules. Donc, on voyait mes épaules. Et voilà, ma prof d'histoire géo, c'était trop pour elle, apparemment. Et en plein cours, en fait, elle m'avait vraiment alpagué devant tout le monde pour me dire d'aller me changer et de couvrir mes épaules parce que, je cite, c'est de la chair fraîche pour les garçons. Mais en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que souvent, quand on était jeune, du coup, il y avait plein de trucs qu'on ne pouvait pas mettre, que ce soit des jupes ou même des jupes culottes, tout ça, un peu courtes, par rapport aux garçons. Ouais. Et donc, dès notre plus jeune âge, on nous apprend en fait qu'il faut s'habiller en fonction des désirs qu'on peut provoquer chez les garçons. Et c'est hyper déplacé en fait. Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi les garçons pouvaient être torse nu et pas nous. On a le même corps, c'est juste que nous, on a des seins et qu'ils ont des pectoraux. Et moi, ça me choque de voir, par exemple, dans la rue, souvent en été, il y a les hommes torse nu. C'est clair. Moi, j'aimerais bien aussi me mettre torse nu. Et je me dis, en fait, c'est dégueulasse. Et dès le plus jeune âge, du coup, moi aussi, en fait, je pouvais pas mettre de créole. Par contre, parfois, je pouvais pas faire de tresses de couleur. Et c'était trop, distrayant. Je sais pas pour qui. Et je pouvais pas, du coup, mettre de jupe ni rien. Ok, ouais, j'allais te poser la question. Mais en plus, c'est doublé de racisme parce que, du coup, tu parles de tresses, etc. Ouais. Et, moi, j'avais remarqué aussi que les élèves blanches, du coup, étaient beaucoup moins souvent rappelées à l'ordre pour leur tenue. Et en fait, moi, au lycée, j'étais en Guadeloupe. Je me suis pris beaucoup d'heures de colle parce que ma tenue ne convenait jamais. En fait, un coup, c'était ma bretelle de soutien-gorge qui dépassait et qu'on ne devait pas voir parce que ça allait perturber les mecs. Un coup, on voyait 1 centimètre de mon ventre, donc ça allait pas. Enfin, pour rappel, quand même, en Guadeloupe, il fait chaud. Ouais. Et on n'avait pas le droit de porter de débardeurs. Fallait des t-shirts qui couvraient les épaules. Mais pour quelle raison encore par rapport aux hommes, toujours sexisme, voilà. Et en plus, je trouve que ça sexualise vachement les élèves qui sont, pour le rappeler, mineurs quand même. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, est-ce que tu as eu des remarques? Comment est-ce que tu t'habillais? Surtout que moi, j'ai eu ma puberté très tôt. J'ai commencé à avoir des seins qui ont très fort grossi dès 11 ans. Donc, dès cet âge-là, on me disait, oui, mais avec ton corps, tu ne veux pas te permettre de mettre des décolletés et tout ça. Je me disais, mais c'est hyper bizarre que des adultes me disent à 11 ans que j'ai des trop gros seins pour mettre un t-shirt que tout le monde mettait. Et je pense que en plus déjà d'être super sexiste, c'est souvent les femmes ou les enfants qui ont des formes et qui sont plus en chair que d'autres qui sont pris à partie parce que souvent on dit oui mais sur toi ça fait vulgaire alors que non, c'est juste la perception qui fait que quand on a plus de fesses ou plus de seins notre corps est plus sexualisé. Et les femmes noires aussi oui, bien parce sûr que voilà, enfin moi je me rappelle que j'avais eu beaucoup de remarques aussi sur le fait que tu sais c'était la mode des slims et donc j'en portais aussi et j'avais des remarques à la fois des élèves et des profs etc. ou des surveillants en mode c'est vulgaire etc. Parce que j'avais plus de formes que certaines personnes. C'est dingue. Et alors que voilà quoi. Tout ça pour vous dire que le contrôle des tenues vestimentaires commence hyper tôt et ça vous aura pas échappé. Le 4 septembre dernier, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé l'interdiction des abayas dans les établissements scolaires. Alors pour rappel, l'abaya, c'est un vêtement traditionnel féminin. En général, c'est une robe ample qui couvre plutôt longue et évidemment ça me je sais pas quoi dire, je suis vraiment mais en fait moi ce qui me fait rire c'est qu'ils ont utilisé un mot du coup arabe pour vraiment rajouter de la connotation à cette interdiction parce que encore une fois l'abaya c'est un habit pré-islamique comme tu as dit, c'est vraiment culturel en fait. Partout où où il fait très chaud, on couvre son corps et on met des habits larges justement pour supporter la chaleur. C'est logique. C'est vraiment logique. Et donc moi encore une fois ce qui me choque c'est que pourquoi pas interdire la robe longue large et pourquoi dire l'abaya si ce n'est pas justement un truc islamophobe. Évidemment en plus il y a plein d'autres trucs à régler quoi, c'était vraiment pas utile, pas intelligent, etc. Enfin, il y a les profs mal payés, les sous-effectifs, la détresse des élèves, le manque de budget, la précarité des étudiants. L'harcèlement scolaire. Je sais pas si je me souviens plus, je pense qu'il y a ces 2 semaines, c'est un élève qui s'est pendu. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Comme tu as dit, les profs n'ont pas assez de moyens pour faire bien leur travail. On s'en fout, en fait, de savoir comment les élèves sont habillés, s'ils peuvent même pas aller en classe et apprendre correctement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, en fait. Donc voilà.
voilà, la France a fait des robes amples, l'ennemi juré. Et voilà, donc c'est des annonces complètement islamophobes qui ont évidemment mené en fait à un espèce de profilage, un pistage raciste des lycéennes. Et déjà qu'avec le voile, c'était l'enfer. Enfin, pour rappel, en 2004, il y avait déjà eu une loi qui a été adoptée pour interdire les signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires, y compris du coup le foulard, dans les écoles publiques en tout cas. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de lycéennes avec cette loi qui font l'objet d'une discrimination tout simplement raciale qui est basée sur un profilage vestimentaire. Et il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Touche pas à ma abaya et qui reçoit pas mal de témoignages à ce sujet. Il y a par exemple des témoignages de lycéennes qui expliquent que même si elles portent des vêtements comme un pantalon ou un t-shirt large, en fait, dès que le lycée sait qu'elles portent le voile à l'extérieur ou qu'elles sont musulmanes, elles sont convoquées chez le proviseur ou le conseiller principal d'éducation, alors que c'est pas forcément l'abaya, tu vois. Mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient des kimonos, ou qui avaient des t-shirts larges et des pantalons. Exactement. Il y a même une qui avait un jeans avec un t-shirt et un kimono. On lui a dit que c'était trop foncé. Donc à un moment, c'est ça en fait. Déjà, moi ça me choque l'interdiction, mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il y aura des dérives, parce que c'est vraiment au bon vouloir des gens de l'école en fait. C'est surtout genre que tu t'appelles Eugénie ou Safia, ce sera pas le même traitement. Si Eugénie porte une robe large, on va pas tout de suite avoir cette suspicion waouh, mon Dieu, c'est une abaya musulmane, etc. Alors que Safia, bizarrement, elle va se faire convoquer, tu vois. Et puis ça mène vraiment à des exclusions absurdes, comme tu le disais. Il y avait une lycéenne avec un kimono qui a été exclue, je l'ai vu sur TikTok. Et il y a aussi quelqu'un qui portait, je crois, un ensemble beige large. Et en fait, il y a quelqu'un du lycée ou du collège, je sais plus, sous prétexte que voilà, cette couleur serait considérée comme une couleur islamique. En fait, elle a été convoquée, exclue. Donc oui, ça mène à des dérives racistes. Et évidemment, il y a eu plein de réactions. Il y a notamment donc ce collectif Touche pas à ma abaya qui a été créé. Il y a aussi eu l'appel de plusieurs lycéens, lycéennes sur les réseaux sociaux à porter justement de longues robes pour la rentrée scolaire et pour les cours en soutien aux personnes discriminées. Mais surtout, en fait, encore une fois, c'est que les habits larges et un peu amples s'inscrivent dans la mode, parce que la mode, c'est un cycle, et avant, et là, c'est un peu, on est plus vers le minimalisme, et du coup, aussi le weird girl trend en fait, maintenant, les femmes veulent plus s'habiller confortablement que de manière sexy et belle. Donc, c'est vraiment un truc très à la mode, même si on regarde les défilés de mode, tout ça. La mode est au large, la mode est au ample. En fait, la mode est un peu au destroy. Donc, rien que ça, déjà, c'est bizarre. Ça veut dire que, est-ce que tu portes une abaya, en fait? Si tu portes un truc Zara large, si tu portes un truc COS, c'est ça. Comme j'ai dit, ça se dépend si tu t'appelles Eugénie ou Fatoumata. Tout simplement. Et en plus, c'est sous couvert de la laïcité, quoi. Je pense que si la France veut exclure des élèves musulmanes comme ça, c'est avant tout pour soi-disant protéger cette sacro-sainte laïcité. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit retour sur ce que c'est que la laïcité, parce que toi, t'expliquais que par exemple en Belgique, c'est pas forcément les mêmes lois. Ah oui, et surtout, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fixette sur la religion en France. Alors que moi, de mon point de vue, c'est vraiment séparer l'État, l'Église, tout ça de base. Et je n'ai jamais vu, en fait, un gouvernement, à part le gouvernement extrémiste, parce que souvent, ils prennent l'exemple de l'Iran pour dire oui, mais regardez là-bas, elles se battent pour enlever leur voile. Non, elles se battent pour la liberté de choix. Ça me fait vraiment rire que même souvent, les gens d'extrême droite, ou les gens comme Éric Zemmour, ou plein de chroniqueurs, prennent l'exemple des femmes de Téhéran pour dire oui, donc comment ça, là-bas, elles veulent enlever leur voile, et si tu te le mets, non, en fait. Elles se battent pour la liberté. Elles se battent pour que des hommes et des gouvernements arrêtent de polisser leur corps et de politiser leur corps, en fait. Une femme a le droit de se vêtir, a le droit de se dévêtir. Et ça veut juste dire ça, quand on parle de la cité, il faut arrêter, parce que c'est le droit à chacun d'exercer sa religion librement. Exactement. Et je comprends même pas, en fait, pourquoi ça me dérangerait que mon voisin ait une kippa ou un voile, si c'est son libre choix. Et souvent on dit oui, mais comment on sait qu'elles sont libres, comment on sait qu'elles sont pas obligées, comme les divorces et comme les mariages. Il y a plein de mariages arrangés et on le saura jamais. Et les mariages forcés. Donc est-ce que pour autant on va interdire le mariage? Non. Le but du semence, c'est de créer la discussion et de créer un espace safe où les femmes qui sont obligées de porter le voile par leur famille puissent s'exprimer. Et en leur interdisant d'aller à l'école, en leur interdisant par exemple d'aller à l'université et du coup même de travailler, en fait, ça les reclut entre elles, en fait. Donc elles vont parler à qui? Rien n'est logique dans cette loi. Non, mais absolument pas. De toute façon, c'est pas la logique que la France cherche, j'ai l'impression. Mais comme tu le dis, en fait, la laïcité, je vais revenir dessus. En fait, tout est parti un petit peu de la loi 1901
1905 qu'on appelle aussi la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et de base, comme tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui disent que le but, du principe de la laïcité, c'est, et surtout de la loi 1905, c'est surtout de donner plus de liberté aux personnes qui exercent leur religion et pas justement de les contraindre, de les restreindre. En gros, je vais revenir un petit peu dessus. La loi, elle encadre la liberté de croire ou pas en une religion, la liberté du coup de pratiquer sa religion dans le cadre privé et dans le cadre public, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public, donc whatever that means. La loi, elle encadre aussi la séparation de l'État et des organisations religieuses. Par exemple, l'État peut pas financer un établissement religieux. Et autre exemple, les employés de services publics, comme par exemple les infirmiers ou les agents de mairie, peuvent pas afficher leurs croyances en portant par exemple des signes religieux. Et enfin, la loi, elle encadre du coup la soi-disant égalité de tous et de toutes devant la loi, même si elle n'existe pas trop, et aussi l'interdiction de signes ostensibles pour les élèves des écoles, collèges et lycées. Et donc, pour moi, en tout cas, la laïcité, ce serait la liberté des individus de pouvoir avoir, exercer leur religion, avoir une singularité, et pas, du coup, de gommer justement cette singularité et cette individualité et forcer un peu, en quelque sorte, l'assimilation, quoi. Mais la France n'a pas trop compris, je crois. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, je pense que, vu de l'extérieur, encore parce que je suis belge, j'ai l'impression qu'il y a une dérive raciste, même genre militaire, j'ai l'impression qu'on veut vraiment formater tout le monde. Et est-ce que c'est vraiment dans le but juste, comme on disait au début, c'était pour attirer un peu les électeurs de droite et de l'extrême droite. Mais maintenant, le mec va plus se faire réélire. En fait, qu'est-ce qu'il veut du coup, tu vois? Justement, je me suis posé la question d'où vient cette obsession du contrôle à la fois des corps des femmes de manière générale et surtout des femmes musulmanes. Et du coup, j'ai lu un article de Mediapart qui s'appelle « L'obsession pour l'abaya, symptôme d'une culture du viol postcolonial », qui a été écrit par la journaliste Léane Alestra, qui explique très bien que voilà, ça a plusieurs origines. Et donc, pour ce qui est du corps des femmes en général, il y a une vision française en gros, selon laquelle le corps des femmes, ça incarne un petit peu la nation, les valeurs de la République, et que les femmes seraient un peu gardiennes des traditions françaises. Et ça, on le voit bien avec la figure de Marianne, seins nus, etc., qui est vraiment le symbole des valeurs républicaines. Et donc, c'est un petit peu une perspective sexiste selon laquelle les femmes qui porteraient le foulard, elles sont un peu suspectées, pointées du doigt, suspectées de trahir en fait les valeurs de la République française. Et ça, c'est une vision qui perdure depuis très 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 longtemps. Puis ça commence tôt aussi, puisque à l'école, on en parlait, il y a un contrôle constant du corps des écolières. Du coup, je trouve une érotisation aussi des corps des ados qui est complètement banalisée. Enfin, quand on juge la tenue d'une mineure et quand on dit que cette tenue peut perturber, déconcentrer les élèves ou alors même les profs masculins, enfin, qu'est-ce que ça dit, quoi. Et puis, il y a aussi le contrôle, du coup, du corps des femmes musulmanes, et ça remonte aussi il y a longtemps. À l'orientalisme, tout ça, exactement, en fait, aux colonies, à l'occupation coloniale. Et donc, les femmes racisées issues des colonies, elles sont réduites à des stéréotypes sexistes, fétichistes, comme tu disais, orientalistes pour les femmes arabes. Et donc, le fait que les femmes voilées sont une catégorie porno qui marche très bien, ça veut déjà tout dire, en fait. Vraiment l'idée de qu'est-ce qu'elle cache en dessous, tu vois. J'avais même vu plusieurs tweets qui disaient, en fait, elle nous attire en ne montrant rien, et c'est vraiment une dinguerie, parce que souvent les femmes qui s'habillent ample et large, c'est par pudeur et même juste parce que pour sentir mieux dans leur corps. Donc croire qu'elles font ça en mode pour attirer, c'est toujours à l'inverse, ça. c'est vraiment dingue. Il y a toujours ce regard, ce male gaze, quoi. Et en fait, dans tout ça, le voile, et du coup, est perçu comme un symbole un peu, j'avais lu du coup dans l'article, un symbole de l'inaccessibilité des femmes musulmanes. Comme si, voilà, du coup, ça les rend complètement inaccessibles au désir des hommes. Et donc, ça perturbe, ça dérange. Et aussi comme une menace, comme je disais tout à l'heure, aux valeurs françaises, quoi. Et donc. Mais juste pour te couper, quand tu parles de inaccessibilité, j'avais vu un tweet vraiment lunaire où le mec disait, quand il voit une femme voilée, elle sait qu'elle n'est pas attirée par lui parce que lui n'est pas musulman, et que comme si elle montrait qu'elle était là que pour les hommes musulmans. Mais je me suis dit, c'est vraiment fou de voir une femme voilée et de se dire, oui, mais elle n'est pas pour moi. Tu vois, on fait penser à ça. Ok, ça s'explique, quoi. Et en fait, il y a une pression sur les femmes musulmanes,
un peu, elles doivent prouver leur adhésion un petit peu aux principes républicains sans cesse, un peu en se montrant ouvertes du coup à l'assimilation, à la séduction. Et enfin, c'est hyper sexiste et ça passe du coup par le contrôle des corps des femmes musulmanes. Je trouve aussi que ça se ressent du coup dans le focus qu'il y a sur les tenues des collégiennes, des lycéennes qui sont perçues comme musulmanes et qui visent du coup à renforcer tout le racisme, toute la stigmatisation qu'il y a autour de toutes ces populations, quoi. C'est ça, parce que je pense que personne ne se dit qu'est-ce qu'elles doivent ressentir elles en arrivant le matin en se demandant si elles pourront pas rentrer. Rien que déjà, en fait, tu les discrimines et tu les mets à part par rapport aux autres élèves. Donc, tu les pointes du doigt et ça va être horrible, en fait, d'arriver le matin et de se dire, en fait, non, tu rentres à la maison. À un si jeune âge, en plus. C'est ça. Ouais. Ça se dit quelle est leur place dans la société, en fait, plus tard. Si déjà même à l'école, l'école de la République, normalement, si elles ne peuvent pas rentrer là, elles pourront rentrer où? Ça me choque. Mais du coup, en parlant de tenue, j'ai vu un tweet de Sylvie Tellier, la fille, excusez-moi, je sais pas si vous dire la meuf de Miss France, qui a posté une photo de la rentrée avec ses enfants, avec les gens de « Et si la solution, c'était l'uniforme ?» Ah ouais. Ça m'a trop saoulée parce que je me suis dit, encore une fois, c'est une personne non concernée qui essaye un peu de minimiser le combat, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas que la baya. C'est si maintenant on s'arrête pas à la baya, ça va aller jusque où, en fait? Est-ce qu'ils vont venir jusque chez nous, voir ce qu'on mange dans notre frigo, pour voir si on est vraiment républicain et si on chante la Marseillaise à nos enfants avant de dormir? C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, si on ouvre cette porte-là, en fait, il y a tout qui peut partir. Oui, ça va de plus en plus loin. Surtout qu'on voit que j'avais vu un article qui disait que les droits des femmes diminuent un peu partout dans le monde. Il y a même des pays où, par exemple, le droit d'avortement avait été un droit et a été retiré. Je pense que, encore une fois, c'est plus que juste la baillasse. Encore une fois, le droit des femmes de vivre et de gérer leur corps et leur vie comme elles le veulent. Donc, ce tweet m'a énervé, mais ça m'a donné envie de savoir d'où viennent les uniformes scolaires. Je sais que tu en parlais aussi. Ouais, j'en parlais après. C'est plus un peu historique. Donc, alors, pour te dire, c'est apparu en Angleterre au XVIe siècle. Et avant d'être un truc très élitiste dans les écoles un peu chic, c'était dans les écoles caritatives, parce que du coup, souvent, les enfants pauvres n'avaient pas d'habits propres et d'habits beaux à mettre à l'école. Donc, c'est un peu les gens, les bonnes sœurs, tout ça, qui leur mettaient des uniformes pour pas les distinguer entre les les pauvres et les riches. Ça, je comprends très bien. Et c'est arrivé début 1800 dans les lycées français. Et c'est Napoléon, notre grand ami, Napoléon, qui a souhaité réformer le système éducatif, et il voulait une discipline très militaire. C'est pas étonnant. Et du coup, l'uniforme se rapprochait très fort des habits militaires. Donc, il a imposé ça. Et en 2003, Xavier Dorcas, c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui voulait adopter une tenue scolaire parce que ça supprimerait, et je le cite, la différence visible de niveau social ou de fortune. Donc, pour lui, en fait, il voulait un uniforme pareil pour toute la France, mais son projet n'a pas été retenu par manque de soutien. Et en 2016, c'est revenu encore sur le devant de la scène présidentielle pendant les élections présidentielles de 2017. François Fillon et Marine Le Pen ont inscrit encore le port de l'uniforme dans leur programme. Et Jean-Michel Blanquer aussi se dit favorable aux uniformes scolaires en 2017. Et je le cite, il dit « Dès lors qu'il existe une adhésion locale, cela peut être une des réponses au consumérisme qui caractérise notre société et accentue les inégalités sociales jusque dans la cour de récréation. » Moi, je pense en fait que si on porte les uniformes, comme souvent c'est les parents qui doivent l'acheter, on va savoir les gens qui ont des uniformes usés et des uniformes neufs. Et maintenant, ce qui est le plus en fait à la mode et qui coûte le plus cher, c'est les accessoires. Donc les chaussures, le téléphone, les lunettes, le sac à main. Je pense que c'est ridicule de croire que si tout le monde vient en uniforme, ça va supprimer les inégalités. Et aussi, encore une fois, je trouve que c'est grossophobe parce que souvent les uniformes sont pensés pour les personnes minces et sans seins, sans fesses. Parce que moi, je sais, une jupe longue chez toi fait une mini-jupe chez moi, en fait, tu vois. Et je sais que si je m'habille trop large, je ressemble à un poteau, tu vois. Pas un poteau, un ami, un poteau, un lampadaire. Et donc, je pense que, à part comme si c'est comme les demoiselles d'honneur, tous les uniformes sont faits sur mesure par rapport au corps des gens. Je pense qu'encore une fois, ça va aller bien aux personnes, donc du coup, filiformes, et très mal aux autres personnes. Donc voilà. Moi, je suis contre l'uniforme scolaire. Moi aussi. Et en fait, du coup, je me suis intéressée à l'évolution de ça et particulièrement, du coup, à l'uniforme scolaire, tout simplement. Et en fait, à plusieurs époques en France, donc, comme tu le disais, surtout au début du 19e siècle, l'uniforme, c'était la seule
tenues vestimentaires autorisées dans les écoles. Et c'était souvent, comme tu l'as dit, des uniformes militaires. Et ça visait à promouvoir la discipline et un sentiment d'unité. Et après, vers la fin du 19e siècle, les tenues vestimentaires dans les écoles se sont assouplies. Les élèves ont commencé à pouvoir affirmer davantage leur individualité, à pouvoir s'habiller comme elles veulent. Et comme tu le rappelais, c'est un débat qui revient souvent. Et d'ailleurs, en janvier de cette année, le débat est revenu. Oui. Et il y a l'Assemblée nationale qui a rejeté un projet de loi présenté par le RN sur le port obligatoire d'une tenue unique à l'école. Donc, comme pour dire que ça revient tout le temps, quoi. Et en fait, ces défenseurs, comme tu le disais tout à l'heure, prônent le fait que l'uniforme, ça gommerait les inégalités sociales, etc. Et ils disent aussi que ça permettrait du coup aux parents de pas dépenser des sommes astronomiques pour la rentrée scolaire, sachant que j'ai vu que, soi-disant, les vêtements, les chaussures, ça serait l'une des principales catégories de dépenses, en fait, à la rentrée. Mais je trouve qu'il y a plusieurs points négatifs. C'est que, déjà, ça peut retirer aux élèves la liberté de s'habiller comme elles veulent et d'une manière qui reflète, du coup, leur individualité, leur personnalité. Et quand t'es jeune... Comme tu l'avais dit il y a pas longtemps, quand t'étais petite, t'étais plus émo. Ouais. Là, t'aurais pas pu l'être. Ouais. Mon Dieu, quelle tragédie. J'aurais pas pu mettre mon t-shirt Rolling Stone et j'aurais pas pu avoir ma grosse mèche. Ouais, mais en plus, quand t'es jeune, tu te construis, donc avoir une individualité, avoir une personnalité et l'exprimer à travers ses vêtements, c'est important. Donc ouais, pour moi, c'est pas bien. Et juste mettre encore des vêtements où on se sent bien, en fait. Ouais. Donc je pense que l'adolescence, c'est vraiment un des pires moments pour l'amour de son corps ou le désamour de son corps. Et je pense que tout le monde s'habille pour se sentir bien, mais encore plus quand on est jeune. Je sais que moi, je mettais toujours la même veste en jean parce que je trouvais qu'elle m'allait trop bien. Et donc, c'est vraiment dommage. Tu n'aurais pas pu. Et c'est sexiste parce que les filles, du coup, sont obligées de porter des jupes dans la plupart des uniformes. Et il y a une image hyper sexualisée de, tu sais, la petite jupe plissée, ultra courte, la petite cravate parfois... on le voit beaucoup dans la pop culture, justement, dans les séries. Dans les mangas aussi. Dans les mangas, dans deux trucs de la pop culture où t'as ce truc, même Britney Spears, sa tenue de Oops, I Did It Again. Ça avait choqué le monde. C'était dans Baby One More Time. Ah oui, pardon. Ouais, quand elle arrive, qu'elle fait ça, sexy, ça avait choqué un peu. Oui, en fait, il y a un truc hyper chelou où t'as un uniforme scolaire qui est censé être un uniforme pour petite fille, qui est devenu un truc hyper sexualisé et, limite, même, tu parlais de porno tout à l'heure, c'est devenu un espèce de fantasme. Et ça revient au fait... c'est hyper chelou, du coup, tu sexualises cette tenue qui est dédiée à des personnes mineures. De base. Ouais, de base. C'est trop bizarre. Et sans compter aussi le fait que c'est hyper binaire et que donc c'est un moyen de plus, je trouve, pour discriminer, stigmatiser les personnes qui ne s'identifient pas en tant que femmes ou hommes, donc personnes trans, non-binaires. Et ça renforce une différenciation hyper prononcée des genres. Ce qui est un comble, du coup, pour un vêtement qui, soi-disant, serait là pour gommer les différences, quoi. Et vas-y. Je vais juste arrêter parce que tu as parlé d'élèves mineurs. Ouais. Et j'avais vu un tweet très vrai où, en fait, il dénonçait un journaliste de BFM TV qui avait interviewé une des filles mineures qui s'est fait arrêter devant son école à cause de son... Elle n'avait pas d'abaya, c'était vraiment un ensemble large. Et il lui demandait, du coup, est-ce que c'était pour cacher tes formes, tout ça? Est-ce que tu as des vêtements en dessous? Et c'était vraiment très déplacé, en fait. Tu dis, la meuf, elle a 15 ans, tu lui demandes si elle a des vêtements en dessous, c'est pour cacher ses formes, c'est hyper déplacé. Genre, qu'est-ce que tu portes? C'est hyper glauque. Et j'ai lu un article sur Slate qui parle du coup du port de la jupe obligatoire pour les filles du coup qui porteraient un uniforme à l'école, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Et donc je le cite, cet article dit: une jeune fille en jupe va être entravée dans ses mouvements et surtout son genre va déterminer en fait la façon dont elle va se comporter dans l'espace et avec ses congénères. Cette façon dont la jupe va modeler le corps des filles et les contraindre à se faire toutes petites quand le pantalon, lui, ne va en rien encombrer les hommes. Ça fait d'ailleurs écho au manspreading, ou cette faculté que peuvent avoir les hommes à s'asseoir les jambes écartées et à prendre le plus de place possible, comme s'ils détenaient entre les jambes un bien précieux nécessitant aération et décontraction. Au-delà du truc hyper sexualisant de la petite jupe plissée hyper courte, il y a aussi le fait que ça entrave les mouvements. Puis je sais pas, toutes les filles ont pas envie de porter une jupe. C'est ça, et nous, on a des grosses cuisses, nos jambes se touchent quand on marche. Parfois, c'est très chouette de mettre un legging, en fait. Et je trouve aussi que les uniformes, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu viens de le dire, c'est pas adapté à tous les types de corps.
Et il y a ce truc d'uniformisation, sauf que, comme tu le disais tout à l'heure, je me demande si c'est pas fait sur mesure, quoi. Non, Donc, il y a je pense forcément des biais, etc. Enfin, je sais qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup, encore aujourd'hui, de lycées, et même pas privés, hein, qui préconisent voilà, l'uniforme pour tous et toutes. Et voilà, t'as les mecs en pantalon et les filles en jupe. Donc voilà, moi, j'aurais pas trop kiffé avoir une jupe tous les jours. Puis vraiment, interdiction de porter le pantalon, quoi. T'as pas le droit de switcher si tu veux. C'est hyper genré. Mais c'est surtout hyper, encore une fois, discriminatoire pour les personnes qui n'aiment pas leurs jambes ou qui ne veulent pas montrer leurs jambes. Mm-hmm. Et puis, même si, du coup, les défenseurs de l'uniforme prétendent que voilà, c'est pour gommer les inégalités, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut aussi être un marqueur social, puisque si on réfléchit bien, en vrai, aujourd'hui, là, en 2023, l'uniforme, ça reste assez chic. C'est ultra cher aussi, parfois. Ouais. Et c'est surtout dans les écoles privées. Donc, finalement, ça gomme pas tant que ça les inégalités, parce que c'est pas dans tous les lycées, dans tous les collèges que l'uniforme serait imposé. Et puis, ça sert aussi, encore et toujours, de prétexte, voilà, à interdire le voile, à interdire d'autres signes religieux. Ouais. Donc voilà, nous, on n'est pas assez France, quoi. Exactement. Donc, à bas l'uniforme, laissez les écoliers et écolières porter ce qu'elles veulent. Et vive la baya. Voilà, vive la baya. L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, je vais vous parler pour ma chronique de la love story de l'été. Timothée Chalamet. Voilà. Tu sais que c'est vraiment l'archétype du français un peu mince, qui doit fumer des cigarettes sans se laver dans le matin, et boire fatigué, du café, tu vois. Et les filles sont vraiment en sens sur lui. D'ailleurs, je sais pas, sur Twitter, tout le temps, ils disent qu'il y a un nouveau white boy du mois à aimer. Et lui, c'était le white boy pendant très longtemps. Franchement, j'adhère pas du tout. C'est vrai. Non, moi, c'est pas du tout mon style, mais le white boy que j'adhère, c'est Jacob Elordi. Tu vois, c'est le mec, donc c'est un acteur qui a été connu dans Kissing Booth, et là il est à la Nostra de Venise avec un film de Sofia Coppola. Je n'ai pas le titre, mais il est hyper sexy, et d'ailleurs il commence à dégenrer le sac de luxe féminin, parce qu'il est tout le temps avec son petit Chanel, son petit Gucci, tout ça, et je le trouve trop sexy. Mais pour revenir à nos moutons, et surtout à Kylie Jenner et Timothée Chalamet, c'est vraiment la love story de l'été, parce que tout le monde se demandait est-ce qu'ils sont ensemble. La première fois qu'ils sont vus, c'était un défilé de mode de Jean-Paul Gaultier. On les a vus discuter ensemble, et après, quand les rumeurs ont commencé, c'est parce qu'on a vu la Range Rover, une des nombreuses voitures de Kylie Jenner, dans l'allée de la maison de Los Angeles de Timothée Chalamet. Les gens ont dit attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce qu'elle parle français? Est-ce qu'elle donne des cours de français pour ses enfants? Donc les gens mais ils peuvent rien faire en secret. C'est vraiment ça. Et du coup, les gens ont commencé à se dire, est-ce qu'ils sont ensemble? Donc ça fait plusieurs mois que la rumeur court, mais que rien n'était concret. Et là, on les a vus pendant l'été à Chambon-sur-Lignon. Donc c'est une petite ville, je pense, de Haute-Loire. Qu'est-ce qu'elle foutait là, Kylie Jenner? Là où habitent les grands-parents de Timothée Chalamet. Donc les gens se sont dit, attends, il y a une couille dans le pâté. Ils sont ensemble. Et donc on savait pas. Moi, je savais qu'ils étaient ensemble parce que j'ai un flair pour les Kardashians. J'ai cru que t'avais une source. Non, j'ai pas de source. Ma source, c'est Aquababe. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un blogueur qui est hyper toxique parce que il ne fait que relever des secrets de la vie des stars. Et moi, ça me choque que ce soit son métier, en fait. Mais du coup, il a dit qu'ils étaient ensemble à Chambon-sur-Lignon. Et après, on a vu une photo. Mais ils ont vraiment officialisé ça il y a quelques jours. Ouais, j'ai vu. Ouais, au concert de Beyoncé. Ils sont arrivés, du coup, ensemble. Ils se sont embrassés. Ils ont fait regard caméra. Il lui a embrassé les mains, tout ça. Et je me suis dit, en fait, ils vont tellement pas ensemble. Parce qu'en fait, je connais un peu depuis Kylie, depuis qu'elle est petite, du coup. Elle a toujours eu cet univers très, très, très problématique où elle se prenait un peu pour une femme noire. Du coup, elle est sortie qu'avec des hommes noirs. Elle est sortie avec Jalen Smith, avec Tyga et avec Travis Scott, avec qui elle a eu 2 enfants. Et du coup, elle est sortie qu'avec des rappeurs noirs, que des rappeurs noirs, ouais. Que des rappeurs noirs. Et du coup, elle avait l'univers très vixen, les robes très sexy, les robes très serrantes, les poses, les perruques, tout ça. Et dès du coup qu'elle s'est mise avec Timothée Chalamet, du coup le white boy, elle a commencé à avoir un côté cottagecore, tu vois, petite maison dans la prairie, tu vois, genre plus de maquillage, elle mettait des jeans avec un petit sac en osier, tout ça. Donc les gens pointaient du doigt, ils ont dit ah maintenant qu'elle est plus avec un homme noir, elle a changé d'esthétique. Et c'est ça qui est problématique, c'est que souvent donc ça parle du coup de fétichisation de l'homme noir et de négrophilie. Souvent les femmes qui sont négrophiles, donc du coup c'est les femmes qui ne sortent qu'avec des hommes noirs pour des raisons qui sont jamais acceptables.
ont tout un univers en fait et toutes des idées préconçues autour de l'homme noir. Il y a une copine à moi qui sort des hommes noirs et je lui ai dit c'était problématique et elle m'a dit mais non, ce que j'aime bien en fait c'est la vibe. J'ai dit mais tu peux pas dire que les hommes noirs ont une vibe parce qu'il y a autant de vibes qu'il y a d'hommes noirs sur terre en fait. Quoi. Et du coup ça les enferme dans une catégorie où ils doivent être cool, où ils doivent être ci, où ils doivent être ça. J'en ai parlé d'ailleurs avec notre nouveau stagiaire à Combini qui est un homme noir qui a été adopté par des blancs et lui il connaissait pas du coup le concept de négrophilie. On lui a expliqué, il a dit mais moi souvent ça me facilite des rencontres en soirée parce que souvent les femmes pensent que je suis un bon coup et le mec il a 20 ans, je me suis dit toi ça c'est du reverse racisme en fait d'imposer genre ça reste des stéréotypes, ça, des attentes sexuelles à un homme noir, ça veut dire quoi en fait, un homme qui est noir qui est pas bon au lit, c'est pas un vrai homme noir. Donc tout ça pour dire que Kylie Jenner a été un peu alpaguée sur les réseaux en disant que maintenant qu'elle a eu ses enfants métis et qu'elle est plus avec un homme noir, elle a complètement changé d'esthétique et du coup ça rebondit avec ce qui s'est passé au début de l'été. Je sais pas si tu suis un peu sur Twitter. Ils ont dit que en fait la mode maintenant c'était au white love, donc chacun devait trouver son white boyfriend. Et c'est hyper problématique en soi. En fait, déjà, de se dire qu'on ait une mode, en fait, que ce soit les hommes asiatiques, que ce soit les hommes coréens, les hommes japonais, les hommes noirs, les hommes arabes, les hommes de cité. Souvent, en fait, c'est dans les tendances, dans les trends, on les voit sur Twitter en mode je veux sortir avec mon mec de cité, tout ça, et c'est hyper problématique. Donc, c'est une love story qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, déjà, moi, je trouve que ce couple fait... Enfin, pour moi, au début, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais what the fuck? Enfin, Timothée Chalamet avec Kylie Jenner, c'est assez étrange. Mais pour moi, ça rentre carrément dans le mouvement des Kardashians qui veulent arrêter de se prendre pour des femmes noires et qui du coup sont dans une espèce d'ère où elles sont retournées, elles ont enlevé leurs implants, elles sont redevenues une esthétique hyper blanche. Et pour moi, ça rentre carrément dans ce truc-là où elles arrêtent de se prendre pour plus ou moins pour des femmes noires. Et donc, sortir avec Timothée Chalamet, pour moi, ça rentre dans ce truc-là. C'est la suite logique. Les gens pensent que c'est plus un truc de com et de marketing. En même temps, toute leur vie, c'est de la com et du marketing, quoi. C'est vrai, parce que rien que le fait que quand Kim Kardashian a commencé à sortir avec Pete Davidson, juste après que Courtney soit mis avec Travis Barker, les gens se sont dit, attends, en fait, elles vont changer. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elles ont... En fait, j'avais lu un article qui disait que les Kardashian se prennent pour des trendsetters, donc en mode des lanceuses de mode. Et comme elles ont mis la mode des gros seins, selon elles, des grosses fesses, du corps hyper retouché, de la meuf de rappeur à la mode, et comme maintenant tout le monde veut être ça, elles veulent changer. Et du coup, revenir un peu à une esthétique des années 2000 où la mode était d'être très fine, blonde, un peu bronzée, donc voilà. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante, mais j'adore. C'est l'heure de la reco Antello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chigné les dernières sorties de bouquins, et puis j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, pour la rentrée, je vais vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. Et ce livre a été écrit par Christelle Bakima-Punza. C'est une autrice, critique, podcasteuse, réalisatrice, donc vraiment couteau suisse. Et c'est un livre qui explore le manque de représentation des corps noirs, féminins surtout, dans le monde de la mode en France. Voilà donc le parcours des mannequins noirs. En gros, dans ce livre-là, il sert plutôt de prétexte pour parler d'un sujet beaucoup plus large qui est la condition des femmes noires en France. Et pour l'écrire, du coup, l'autrice s'est beaucoup appuyée sur les années qu'elle a passées à suivre les défilés de mode de près, à suivre la mode tout simplement de très près. Et évidemment, comme beaucoup de femmes noires, elle s'y est pas vue, elle s'y est pas reconnue. Et en fait, dans le livre, elle commence son analyse avec une question, en gros, sur tous les magazines de mode et féminin que je possède, combien ont une femme noire en couverture? Et donc, elle en conclut que sur 380 publications, il y a seulement 11 publications qui avaient des femmes noires en couverture, dont la majorité, c'est même pas des mannequins, en fait, c'était des personnalités publiques, comme par exemple des chanteuses ou des femmes politiques. Et donc, au-delà, en fait, de la question de la représentation des femmes noires, elle fait toute une analyse des dynamiques de pouvoir qui sont liées à la race, au genre, à la classe, dans la mode, mais pas que, aussi juste dans la société en général. Et je trouve ça hyper intéressant comme angle. Moi, personnellement, je m'intéresse pas forcément beaucoup à la mode. Je regarde ça un petit peu de loin, mais je trouve ça toujours intéressant, les analyses qu'il peut y avoir dessus, surtout sur cet angle un peu politique.
Et donc, dans le livre, il y a plein de chapitres différents. Elle s'attaque à plein d'angles différents. Elle parle de la figure de la mannequin comme un idéal de beauté auquel la femme noire n'est pas conviée du coup, parce que cet idéal de beauté, c'est surtout les femmes blanches, jeunes, hétérosexuelles, minces. Elle parle aussi du fait que la visibilité et la représentation des femmes noires est souvent cantonnée à la période estivale, parce qu'on se dit, voilà, c'est l'été, il fait chaud, on va mettre des femmes noires. Ou alors au cliché hyper exotisant, le cliché voilà de la panthère noire, tout ça, on connaît. Et puis, elle aborde aussi tout le silence, l'omerta autour de la question raciale, surtout en France, et du fait que parfois, les personnes qui en parlent se retrouvent un petit peu blacklistées ou étiquetées comme des ingrates, comme par exemple ce qui est arrivé avec Naomi Campbell ou encore Aya Nakamura. Elle parle aussi du népotisme dans l'industrie de la mode, ça c'est pas nouveau, de l'évolution aussi de la présence des mannequins noirs sur le podium, parce que voilà, tour à tour, il y a des vagues de mannequins, par exemple soudanaises, dominicaines, etc., qui se retrouvent dans la mode. Et ça, c'est selon un petit peu les mouvements de population du moment, avec toujours l'idée selon laquelle la mode, l'Occident les aurait sauvés. Et puis, elle parle aussi, évidemment, des conséquences de toute cette absence de représentation sur la santé mentale des mannequins, mais aussi des personnes noires en général. Et j'ai trouvé aussi hyper intéressant qu'elle parle de la place des femmes lesbiennes, ou juste des personnes queer, enfin, sans forcément vouloir les outer, mais voilà, de cette performance d'hétérosexualité et de féminité qui obligerait voilà les femmes mannequins à répondre à un truc un peu de désirabilité selon un male gaze. Et elle raconte voilà que les femmes lesbiennes sont complètement absentes en fait du paysage de la mode, surtout en France, alors que là où les homosexuels, les personnes, les mecs gays sont beaucoup plus présents, beaucoup plus montrés dans la mode. Je trouve ça hyper intéressant aussi comme angle. On n'en entend pas souvent parler. Et puis elle finit par parler voilà de la nécessité d'inclure de manière plus durable en fait les personnes les plus marginalisées dans la mode. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant comme angle. Je vous conseille d'aller le lire, d'aller vous le procurer en librairie. Pour rappel, du coup, ça s'appelle Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. C'est les éditions des Insolentes. Donc voilà, je vous le recommande très chaudement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode déjà. Merci d'être toujours aussi fidèles. N'oubliez pas qu'on se retrouve désormais toutes les 2 semaines. Et d'ici là, laissez les gens porter ce qu'elles veulent. Sortez avec qui vous voulez aussi d'ailleurs. Et n'excusez pas vos potes violeurs. Et puis foncez à la librairie acheter Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires de Christelle Bakima Ponza. Et d'ailleurs, on a une annonce super cool à faire. Retrouvez-nous le 16 octobre au théâtre Le Pic à Paris, dans le 18e, le meilleur arrondissement selon moi, pour une rencontre croisée avec Angèle Marais et Jennifer Arduin, autrices de l'enquête. On a vendu des photos de nos pieds pour parler fétichisme et pop culture, évidemment. Donc, vous pouvez retrouver le lien de la billetterie en description de l'épisode. Venez nombreux parce qu'on vous aime bien, même si on ne vous connaît pas trop. Donc, on a hâte de vous rencontrer. Bisous, Kumbis. Bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec et Kumbis Oploui, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, chargée de développement éditorial Pietra Reginato.